Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents malgré la chaleur, la canicule. Surtout, merci à Laurent Richet d'être venu nous entretenir sur un autre sujet que celui qu'il avait initialement prévu pour la remise des diplômes en mars dernier, à laquelle il n'avait pu assister pour des raisons complètement indépendantes de sa volonté. Et donc, il nous a fait le plaisir de revenir avec un nouveau sujet, puisque j'avais lu à l'époque son intervention, mais c'était quand même moins bien que d'avoir l'original. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Richet pour cette ultime conférence. Je rappelle que ce sont des conférences qui sont co-organisées entre la chaire de droit des contrats publics, ici présente sur cette excellente bouteille très hermétique et agréable, me disait Laurent, et co-organisée avec le cercle contrat public, donc qui est l'association des étudiants et anciens étudiants du master contrat construction et propriété publique. Peut-être que je vais laisser la parole à son président, Pablo, pour un mot d'accueil, et puis je reprendrai la parole peut-être pour plus introduire le propos d'aujourd'hui. Pablo. Oui, donc bonjour à tous. Donc bon, l'essentiel a été dit, c'est que voilà, effectivement, c'est notre 4e et dernière conférence qui est co-organisée avec donc la chaire de droit des contrats publics et puis l'association Cercle Contrats Publics. On est quand même super heureux, toute l'association, tous les membres, on est très heureux donc de recevoir déjà aujourd'hui Monsieur le professeur Richet. Bon, vous n'avez pas pu être présent pour la remise des diplômes, mais vous avez pris le soin quand même de revenir, donc vraiment on est très heureux de vous avoir. Et puis on est aussi très heureux, Monsieur le professeur, d'avoir pu organiser toutes ces conférences, en fait, toute cette année. C'était vraiment une volonté qu'on avait un peu cette année de redynamiser un petit peu toute l'activité de l'association, et notamment toute la partie conférence. Donc ouais, on est vraiment très content aujourd'hui d'avoir fait ça. On a en plus repris la veille juridique, donc vous pouvez voir sur les réseaux. Puis même globalement, un petit mot sur l'activité globale de l'association sur cette année. On est quand même super content parce qu'on a bien repris l'activité. On a organisé quelques événements qui se veulent un peu plus festifs. On a organisé une très belle remise des diplômes pour la promo précédente qui avait fait justement un gros effort pour relancer l'association qui était quand même plutôt mal en point. Donc vraiment un bilan plutôt positif. Et donc, en tout cas, merci d'être présent aujourd'hui pour cette dernière conférence et puis bonne conférence à tous. Merci Pablo. Peut-être un mot d'introduction. Alors, il se trouve que aujourd'hui, c'est un hasard, la panthéonisation de Marc Bloch, grand résistant. On va parler de résistance, mais évidemment, rien à voir, si j'ose dire, ni dans les moyens, ni dans les buts, ni dans les conséquences. Résistance et ou réticence, peut-être que Laurent va nous entretenir la différence, française face au droit de l'Union européenne, droit de la commande publique. Alors, on sait qu'en plus, on est dans un processus de rénovation, réforme des directives européennes, marché public et concession. Alors, sans être dans le secret des dieux, même si je ne suis pas très loin, je pense qu'on n'aura pas encore la directive, peut-être en juillet, sinon en septembre, le projet de directive. Ensuite, il y a tout le processus d'adoption qui sera forcément long, puisque la fois dernière, ça avait pris 2 ans et demi entre le projet et l'adoption de la directive. Donc là, on est sur le moyen terme. Mais j'imagine que Laurent Richet va nous entretenir surtout des résistances et réticences passées, avec aussi une tendance assez française de vouloir surtransposer, parfois de sous-transposer, peut-être tu y reviendras, mais moi j'ai en tête un exemple intéressant où le gouvernement avait apparemment volontairement décidé de ne pas transposer la possibilité pour une entreprise de s'auto-réhabiliter suite à une condamnation pénale définitive. Ce qui était quand même prévu par les directives, et le gouvernement français avait fait le choix s'était dit, écoutez, on va être, entre guillemets, plus exigeant, on ne va pas offrir cette possibilité-là aux entreprises d'apporter la preuve qu'elles ont pris des mesures pour éviter des condamnations pénales, enfin des tentatives au moins, qui peuvent conduire à la condamnation pénale, telle que celle qui est arrivée.
Bon, et finalement, le Conseil d'État avait renvoyé la question préjudicielle, une affaire Société Vert Marine, qui concernait les concessions, mais ça valait pour les marchés publics, après hésitation. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Ce que j'avais su de la discussion au sein du Conseil d'État, c'est qu'ils avaient hésité à renvoyer. Ce qui me paraissait quand même assez surprenant, dans la mesure où moi, ça me paraissait assez évident, en tout cas, qu'il y avait un sérieux doute sur la compatibilité du droit français. Et finalement, ils ont renvoyé, et la Cour de justice a estimé que le système français n'était pas compatible. Peut-être que j'anticipe sur ce que tu voulais dire, mais c'est pour dire que effectivement, il y a parfois des volontés derrière dans la transposition ou la mauvaise transposition des directives qui s'avèrent plus ou moins payantes. Donc voilà, pour nous entretenir de ce sujet, je suis ravi d'accueillir Laurent Richet, qui est non seulement un ami, mais surtout un grand professeur de droit des contrats administratifs, qui m'a fait en plus l'honneur de m'associer à son manuel de droit des contrats administratifs depuis la 10e édition, qui a été professeur émérite, désormais avocat, puis avocat honoraire désormais, mais je peux témoigner que derrière ces titres qui paraissent être synonymes de retraite, il est encore extrêmement actif, que ce soit dans le domaine de la recherche, des publications, ou également dans le domaine de la consultation, ce qui permet de rester jeune, j'ai envie de dire. Et en plus, je tiens à souligner l'effort qu'il a fait de venir suite à des petits soucis de santé récemment. Donc il a tenu quand même particulièrement à être parmi nous, ce dont je l'en remercie. Donc je me réjouis évidemment de sa présence au nom de la chaire de droit des contrats publics, chaire à laquelle il est aussi un pilier. Je vois une nouvelle partenaire, représentante de partenaires parmi nous, le partenaire de la chaire, s'agissant de la personne morale Uniachat, donc merci d'être là. Et Laurent Richet participe régulièrement. Il a encore co-supervisé le dernier rapport qui vient d'être publié, mis en ligne justement sur la réforme des directives européennes, où on a fait un certain nombre de propositions de réforme suite à des enquêtes de terrain. Donc également pour cela, je l'en remercie. Alors on a prévu en théorie 2 heures de conférence, on finira peut-être un petit peu avant, c'était pour se donner de la marge, avec l'idée d'abord d'écouter les propos du professeur Richet pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et ensuite on aura l'opportunité d'échanger. Je crois que pour les étudiants, il y a des étudiants de M2, je vois quelques étudiants de M1, bientôt M2, qui sont parmi nous. C'est une occasion assez unique de pouvoir échanger avec Laurent Richet. Et donc, j'invite à l'issue des propos liminaires de Laurent Richet de ne pas hésiter à poser des questions sur le sujet, et peut-être même, si le temps nous permet, en dehors du sujet, parce que je suis sûr que vous avez plein de choses à lui demander. Laurent, je te cède la parole avec grand plaisir, et donc pour 3/4 d'heure, 1 heure. Merci d'abord pour cette invitation et pour votre patience, puisque la dernière fois j'ai fait défaut et n'ai pas pu venir à cause du déclenchement de la guerre en Iran. Donc merci beaucoup, je suis extrêmement heureux, doublement heureux d'être ici pour des raisons que je n'expliquerai pas trop longuement. Alors, en cette période estivale, j'ai hésité sur le sujet, puisque l'association laisse totale liberté de choix du sujet. Donc j'aurais pu prendre un sujet technique du genre l'évolution de la théorie des biens de retour, les accords cadres confèrent-ils une exclusivité, un sujet de ce genre-là. Mais s'agissant de la dernière conférence de l'année, c'est la fin des classes, je me suis dit que j'allais prendre un sujet un peu plus léger, je dirais, et j'ai donc choisi ce sujet historico-juridique sur l'évolution de l'attitude de la France face au droit de l'Union européenne, au droit, je dirais droit communautaire, pour faire plus simple, de la commande publique. Ce qui me permet de retracer certains épisodes auxquels j'ai participé de plus ou moins loin, et donc pour moi c'est un peu du vécu. Alors réticence et résistance de la France face au droit communautaire des marchés et des concessions. Le sujet peut paraître un peu étonnant parce que, à première vue, la France a plutôt la réputation d'être bon élève de l'Europe des marchés publics. Elle a presque toujours
transposer les directives dans les délais. Parfois, comme le rappelait François Licher, elle a pratiqué ce que les Anglais appellent joliment le gold plating, la surtransposition en plaqué or. Du côté des juridictions, les juridictions administratives ont, dans certains cas, fait preuve d'une extrême révérence envers le droit européen. Je pense par exemple à deux cas célèbres que vous connaissez. L'arrêt de la Cour administrative de Bordeaux de 2004, Sodégis, qui était à l'origine d'évolutions considérables en matière de concession d'aménagement, qui juge, à tort ou à raison, mais qui juge que la concession d'aménagement n'est ni un marché, ni une délégation de service public, mais que néanmoins, elle devait être soumise aux règles fondamentales posées par le traité. Arrêt à propos d'une concession d'aménagement à La Réunion, arrêt du Bordeaux du 9 novembre 2004. Également, un peu plus tard, la Cour administrative d'appel de Marseille, à propos des appels à projets, dans un arrêt qui a beaucoup fait parler de lui, du 25 février 2010, commune de Rognes, juge que, alors même que le contrat conclu à l'issue d'un appel à projet, c'était une vente avec charge, n'est ni un marché ni une concession, néanmoins, il est soumis au principe de transparence. Donc, les juridictions administratives, comme parfois le gouvernement, enfin le législateur français, ont parfois fait preuve de beaucoup de zèle, je ne dis pas excès de zèle, de beaucoup de zèle. Bon, mais ce zèle a eu des limites. Il est arrivé quand même que la transposition des directives ne soit pas satisfaisante. On peut se rappeler qu'en 1996, la France a été condamnée sur procédure en manquement pour ne pas avoir transposé la directive sur les marchés de services, la directive 92/50, dans le délai fixé au 1er juillet 1993. Bon, la Cour s'est contentée de dire la France n'a pas respecté le délai, elle n'a pas prononcé de sanctions et en fin de compte, la transposition a eu lieu. Il est arrivé aussi que les directives soient mal transposées. Par exemple, la Cour a condamné la France en 2009, arrêt du 10 décembre 2009, parce que la France avait maintenu le marché de définition dans le Code des marchés publics, mauvaise transposition consistant à avoir maintenu, alors que la procédure de marché de définition n'est pas prévue par la directive 2004-18. Et puis plus récemment, ainsi que François Licher vient de le rappeler, la France avait omis de transposer la procédure d'auto-appurement, de self-cleaning, dans un cas, et à la suite le Conseil d'État a saisi la Cour d'une question préjudicielle. Elle a confirmé qu'il aurait fallu transposer. Donc toutes ces difficultés ont été résolues. La France s'est alignée, elle a transposé ce qui avait été mal fait ou n'avait pas été fait. Mais il est arrivé que la relation soit un peu plus compliquée et que les autorités françaises fassent de l'opposition. Alors, ce qui m'amène à poser une question à laquelle je vais essayer de répondre. A-t-on toujours tort de s'opposer ? Bon, à première vue, c'est mal de s'opposer. Les directives sont là, elles œuvrent en faveur de la concurrence, et résister à la concurrence est contraire aux objectifs du droit de l'Union européenne. Et pourtant, on peut se poser la question ainsi qu'on va le voir. Alors, il est arrivé que la France, d'abord, s'oppose au stade de la proposition, que la France refuse des réformes en matière de marché et de concession, qu'elle fasse de la résistance ou qu'elle fasse preuve de réticence. Donc, résistance à l'adoption. Et puis ensuite, ce sera mon premier point. Et ensuite, plus grave, il peut y avoir eu des cas dans lesquels la France, quand je dis la France, il s'agit du législateur, ou il s'agit du juge, ou il s'agit des opérateurs économiques, face à la résistance à l'application des directives. Deuxième volet,
de mon propos. Alors d'abord, la résistance à l'adoption. Vous me direz, c'est pas grave, ça relève de la politique, dans le cadre du processus d'adoption des directives. Bon, j'ai dit tout à l'heure que la France a hésité à transposer la directive 92/50 sur les marchés de services. À l'époque, on avait une directive par type de marché. Ce retard est dû à certaines réticences, principalement dû à la crainte de voir soumis à publicité et concurrence les contrats entre collectivités publiques. Et on va le voir, c'est une particularité française d'insister sur la possibilité de conclure librement des contrats, notamment entre l'État et les collectivités locales. Mais bien plus, en amont, c'est un processus de résistance face à la perspective de l'application des règles de concurrence à certains contrats spéciaux, à certains marchés de services qui, selon les opérateurs économiques, et dont la thèse était reprise au niveau gouvernemental, ne pouvaient pas ou n'auraient pas dû être soumis à concurrence. Et là, on peut vraiment se poser la question de savoir si la résistance ou la réticence n'était pas justifiée. Ça concernait 3 types de contrats spéciaux. D'abord, les contrats d'assurance. Alors, lorsqu'a été mis en circuit la proposition de directive sur les marchés de services, au cours des années 90-91, ont été organisées toute une série de colloques par la Fédération française des sociétés d'assurance, par le Moniteur des travaux publics, pour montrer qu'il était inconcevable d'appliquer les règles des marchés publics aux contrats d'assurance. D'ailleurs, le Conseil d'État l'avait admis dans un arrêt célèbre que vous connaissez tous, je pense, arrêt du 12 octobre 1984, Chambre syndicale des agents d'assurance des Hautes-Pyrénées. Le Conseil d'État avait jugé que les contrats d'assurance des collectivités locales ne peuvent pas être soumis au Code des marchés publics parce qu'ils sont soumis à un régime propre, le régime du Code des assurances, qui est incompatible avec le Code des marchés publics. Et dans cette ligne, les organismes d'assurance, les courtiers, les assureurs ont fait valoir des arguments assez forts au soutien de la spécificité de ce contrat, et notamment un argument très fort qui tient à ce que vend un assureur, ça n'est pas une prestation, c'est un contrat. L'assureur vend son contrat, et par conséquent, il est impossible, était-il mis en avant, de définir à l'avance dans un cahier des charges qui ferait partie des documents soumis à la concurrence, de définir à l'avance la réponse aux besoins. C'est chaque assureur, candidat, qui va définir les modalités de réponse aux besoins. Donc l'assurance ne peut pas être traitée comme une prestation de service lambda, elle ne peut pas être soumise aux règles générales de passation des marchés publics. Bon, comme vous le savez, cette argumentation n'a pas abouti et, en fin de compte, les contrats d'assurance sont considérés comme des marchés de services soumis aux règles générales. Mais on peut quand même se demander a posteriori si les résistances n'étaient pas au moins en partie justifiées. Alors, il est vrai il s'est vérifié qu'il existe des problèmes d'articulation entre le droit des marchés publics et le Code des assurances. Alors, le Conseil d'État a dû faire face à ces problèmes. Alors, dans certains cas, il a fait prévaloir le Code des assurances. Je pense à l'arrêt du Conseil d'État du 24 novembre 2025, commune de Singoni, qui fait prévaloir le Code des assurances dans le cas de défaut de paiement de la prime, en admettant que l'assureur peut résilier le contrat conformément au Code des assurances en cas de défaut de paiement de la prime. Dans d'autres cas, au contraire, il a fait prévaloir l'intérêt du service public. C'est l'arrêt du
Conseil d'État du 12 juillet 2023, Grand Port Maritime de Marseille, et qui juge que la résiliation par l'assureur n'est possible qu'à condition d'admettre une période supplémentaire permettant, si je puis dire, à l'assuré de faire face à cette résiliation. Donc on voit bien qu'il y a des frottements. Et au plan économique, l'autorité de la concurrence, dans un avis du 23 janvier 2025, a constaté que l'application parfois complexe des règles de la commande publique et ainsi que certaines perspectives de rentabilité limitée posent un problème d'attractivité du secteur pour les nouveaux entrants. Et au final, on constate que les collectivités locales, principalement elles, ce sont principalement elles qui s'assurent, puisque en théorie l'État est son propre assureur, ont beaucoup de mal actuellement à trouver des assureurs. Soit ils ne répondent pas aux appels d'offres, soit ils répondent à côté et l'appel d'offres doit être déclaré infructueux. Donc, ce n'est dû, si je me réfère à l'avis de l'autorité de la concurrence, ce n'est dû qu'en partie à l'application des règles de la commande publique, mais il s'avère que le problème qui a été soulevé dans les années 90-91 existe vraiment et qu'on peut aujourd'hui se poser la question, bon, je ne pense pas que ce sera à l'ordre du jour des futures directives, de savoir s'il ne faudrait pas assouplir, aménager les règles de passation des marchés publics de services d'assurance. Bien sûr, c'est un service, l'assurance, mais ne faudrait-il pas tenir compte justement de ce particularisme qui s'avère une réalité. La deuxième résistance sectorielle a concerné les services juridiques. Alors sur ce point, ça a été un grand débat. Les avocats, et notamment l'Ordre des avocats barreau de Paris et l'Ordre des avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation, ont fait valoir depuis fort longtemps que l'application des règles de publicité et de concurrence au contrat conclu entre l'avocat et son client serait inconcevable, d'une part parce que c'est un argument qu'on retrouve dans beaucoup de domaines. Il s'agit d'un contrat intuitu personné, bien sûr, et d'autre part parce que l'application de ces règles risque de porter atteinte au principe de confiance et de confidentialité des prestations d'avocats, notamment par exemple avec cette question des références. Est-ce que l'avocat peut, au titre de ses références, lorsqu'il est candidat à marché public, communiquer la liste de ses clients antérieurs? Un sujet parmi d'autres. Alors, à la différence de ce qu'il avait jugé pour les contrats d'assurance, le Conseil d'État n'a pas considéré qu'il existait une incompatibilité radicale entre Code des marchés publics, à l'époque c'est de lui qu'il s'agissait, et règles de la profession d'avocat, mais il a quand même jugé dans un arrêt d'assemblée du 9 avril 1989, Toubol-Fischer, que des dérogations sont nécessaires, que des aménagements doivent être apportés eu égard au respect du secret des relations avec l'avocat et de son indépendance. Donc, le Conseil d'État, dans cet arrêt, a donné en partie raison, mais seulement en partie, aux arguments de l'Ordre des avocats au barreau de Paris. Par la suite, la directive 2014-24 sur les marchés publics a admis, comme vous le savez, carrément l'exclusion de la représentation juridique, donc la mission, le cœur de mission des avocats, et le conseil juridique lorsqu'il est lié à la perspective d'un contentieux, ce qui ouvre des perspectives quand même assez larges. C'est l'article 10 de la directive. Mais comme l'habitude avait été prise depuis la fin des années 90 de mettre en concurrence les avocats, surtout de la part des collectivités locales, le gouvernement français a d'abord surtransposé en ne tenant pas compte de l'article 10 de la directive. Et c'est seulement par la suite, en 2020,
que la loi du 7 décembre 2020, dite loi ASAP, a permis de faire échapper les prestations de l'article 10, donc la représentation juridique et la consultation liée à la représentation juridique, de la faire échapper aux règles de droit commun de la commande publique. C'est l'article L 2512-5 du Code de la commande publique. Bon, il en demeure pas moins que les principes généraux de la commande publique sont applicables et qu'il faut bien constater que depuis 1992, l'habitude a été prise de mettre en concurrence les avocats, y compris pour la représentation juridique et la consultation. Donc, en fin de compte, le métier d'avocat en droit public, pas seulement en droit public d'ailleurs, mais enfin, principalement en droit public, a été considérablement transformé. Bon, je ne dis pas qu'il y a systématiquement atteinte au principe du secret et de l'indépendance, mais le marché, surtout du droit public, s'est développé. C'est un aspect qu'on peut considérer comme positif. Depuis les années 90, le nombre d'avocats spécialisés en droit public a considérablement augmenté et se sont développées également des pratiques comme la tarification horaire, puisque la mise en concurrence se fait largement sur la base de tarification horaire, qui, il y a une vingtaine d'années, était parfaitement étrangère aux avocats français. Il y a 30 ans, lorsque j'ai commencé à côté de mon activité professorale, l'activité d'avocat, l'idée de tarifer à l'heure, ce qui était pratiqué aux États-Unis, nous paraissait une monstruosité. Pour nous, la tarification horaire, c'était pour le garagiste et les employés de maison. Et ça, un avocat qui aura tarifé à l'heure, ce serait déshonoré. Aujourd'hui, ça a été systématisé, notamment à cause ou grâce à, je ne sais rien, l'application des procédures de mise en concurrence par les collectivités publiques. Donc des changements sur la nature desquels je ne prononcerai pas, les avantages et les inconvénients de ces changements sont diversement appréciés. Bon, l'avantage, c'est la multiplication des avocats en droit public. Et plus le droit public se développe, plus les publicistes doivent être contents, évidemment. Alors, troisième contrat spécial qui a fait l'objet de réticence et résistance est très, très ardente à partir de 2001, ce sont les concessions d'aménagement. Alors, la question s'est posée en 2000, à la suite du célèbre arrêt Tellostria du 7 décembre 2000. Donc, principe à l'époque, il n'y avait pas, comme vous le savez, de directive sur les concessions, mais l'arrêt Tellostria juge que les principes généraux du traité s'appliquent au contrat de concession. Dans Tellostria, il s'agissait d'une concession de service, mais très rapidement, la question s'est posée de savoir s'il ne fallait pas appliquer la publicité et la concurrence aux concessions d'aménagement. Ça a suscité une très forte résistance. La Fédération nationale des sociétés mixtes, la Société 7, le Moniteur des travaux publics ont organisé une multitude de conférences et colloques ça a toujours été la technique, et on organise des conférences et des colloques, pour montrer que la concession d'aménagement était incompatible avec les règles, les obligations de publicité et de transparence. Pourquoi ? Parce que c'était la pratique à l'époque, le concessionnaire était chargé des études préalables. Donc on concluait le contrat de concession avant de connaître le programme. Le concessionnaire avait été chargé dans une première phase de réaliser les études préalables, et si on décidait de lancer l'opération, les études préalables étaient rémunérées sur les résultats de l'opération, ce qui évidemment était plus économique pour la collectivité publique. Également, le programme, faisait-on valoir, est nécessairement évolutif. Il va s'adapter en fond. Bon, ça va durer des années, et parfois même ces concessions ne comportaient pas de durée. On confiait l'aménagement,
jusqu'à ce que l'opération soit terminée. Et il y a eu des concessions d'aménagement dans les stations de sport d'hiver, notamment, qui ont duré 50 ans, 60 ans, au fur et à mesure qu'on ajoutait des lits, en fonction de la demande. Donc, incompatibilité, selon les opérateurs, évidemment. Mais le principe de transparence était quand même là. Donc, dans un premier temps, c'est la loi SRU du 13 décembre 2000, donc très peu de temps après l'arrêt de l'Austria, qui a eu recours à une échappatoire sémantique en créant les conventions publiques d'aménagement, qui étaient réservées aux sociétés d'économie et aux établissements publics d'aménagement, en espérant qu'on oublierait que ces contrats pouvaient avoir le caractère de concession. C'était un coup d'épée dans l'eau. En 2004, la Commission européenne a engagé une procédure en manquement contre la France, mise en demeure de la France sur deux sujets. D'une part, absence de mise en concurrence et d'autre part, réservation de ces concessions aux sociétés d'économie mixte et aux établissements publics d'aménagement. Alors à ce moment-là, eh bien, il a fallu modifier le Code de l'urbanisme. On a cédé et c'est la loi du 20 juillet 2005, il y a quand même eu 5 ans de tergiversation, qui a modifié le Code de l'urbanisme en introduisant une procédure qui a été modifiée à plusieurs reprises depuis. Donc on a protesté, mais on a fini par obéir. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, le Code de l'urbanisme prévoit une procédure différente selon que la concession d'aménagement transfère les risques ou pas. Si elle transfère les risques, on applique la procédure concession. Si elle ne transfère pas les risques, on applique la procédure marché. Donc, il y a des concessions d'aménagement qui, en réalité, sont des marchés publics de travaux. Bon, c'est comme ça. Mais à l'usage, on peut se poser des questions quand même. On peut se demander si la résistance, une fois de plus, n'était pas en partie justifiée. Alors, c'est vrai que quand on assistait à ces colloques là, des années 2000, et moi-même j'ai participé à beaucoup de ces colloques, et je me disais, tout ça, c'est du... À l'époque, j'étais très pro-concurrence. Et je me disais, tout ça, c'est du corporatisme, ils veulent se réserver leurs petits prés carrés, la 7 notamment, veut se réserver tous ces domaines réservés, etc. Société centrale d'équipement du territoire. Société centrale d'équipement du territoire, oui. Filiale de la Caisse des dépôts. Voilà, filiale de la Caisse des dépôts qui a une quantité très importante de zones d'aménagement concertées notamment. Donc, mais aujourd'hui, rétrospectivement, il apparaît que certaines de ces difficultés n'étaient pas totalement inventées. D'une part parce que le programme, en effet, est nécessairement évolutif. La réalisation de la concession au cours de la durée, qui est nécessairement longue, est impactée par l'évolution des taux d'intérêt, qui impacte la demande de commercialisation des terrains aménagés. Donc, il y a une très grande part d'imprévisible. Et ça conduit aujourd'hui à s'interroger. Et récemment, le professeur Hélène Hoffner, dans la revue Contrat et marché public de mai 2005, pose la question. 2025. Pardon ? 2025 peut-être. 2026. Ah oui, d'accord. Mai 2026, oui. Ouais. Voilà, elle a écrit 2 articles. Un repère dans la revue Contrat et marché public du mois de mai et un article plus complet dans la dernière RFDA, dernier numéro de la RFDA qui rend compte d'un colloque à Poitiers sur les frontières du contrat administratif. Donc, mais Hélène Hoffner, donc, dans la revue Contrat et marché public, écrit « La théorie française, au terme de laquelle les concessions d'aménagement sont des contrats sui generis, mérite d'être remise en lumière. » Et notamment parce que cette concession d'aménagement est nécessairement plus évolutive qu'un contrat de concession lambda. Donc, Hélène Hoffner met en évidence qu'il faudrait appliquer des règles de modification plus souples que celles qui sont issues de la directive 2014-23 ou de la directive 2014-24. Donc, il s'apparaît, au vu des 3 exemples, on pourra en trouver d'autres certainement, que je viens de présenter, on s'aperçoit que
la résistance est parfois justifiée, au moins en partie. Donc, résistance partielle, on peut appeler ça réticence, mais que, vu de Bruxelles, l'invocation de spécificités sectorielles, où on va le retrouver, ou pire encore, de spécificités françaises, compromettent totalement les politiques de résistance. C'est perçu comme un simple prétexte au refus de la concurrence. Donc, en fin de compte, pour faire triompher une position à Bruxelles, il faut mettre en avant des arguments économiques solides et non pas invoquer des spécificités nationales. Politiquement, c'est une maladresse. Alors, c'est ce que montre un quatrième cas, qui est un peu particulier, mais qui est plus important politiquement. C'est l'exemple de la directive 2014-23 sur les concessions. Là, je remonte un peu moins loin en arrière. C'est en 2010 que la Commission européenne a décidé de légiférer sur la concession de services. Je vous rappelle que la concession de travaux était déjà traitée par les directives sur les marchés publics de travaux et ensuite sur les marchés publics en général. Donc en 2010, on a su que la Commission allait à prendre une initiative en matière de concession. On ne savait pas trop sous quelle forme. Est-ce que ce serait une nouvelle directive ou est-ce que ce serait par insertion de dispositions dans une directive sur les marchés publics? Donc très vite, dès que cette initiative a été rendue publique, a été organisé un colloque, là encore, méthode du colloque, colloque orienté. Les colloques de la chaire sont purement scientifiques, mais il y a beaucoup de colloques orientés. Donc le 18 janvier 2011, un colloque est organisé à Sciences Po, en commun entre Sciences Po et l'Institut de la gestion déléguée, qui, comme son nom l'indique, c'est une fondation d'entreprise qui s'occupe de recherche scientifique et beaucoup de lobbying en matière de concession et de partenariat. Donc, colloque sur le sujet, le droit communautaire des concessions, une construction inachevée. Point d'interrogation. Et à ce colloque intervient Madame Christine Berjal, qui à l'époque était directrice juridique de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances, pour faire bref. Et elle intervient de façon extrêmement énergique, et j'étais là, donc je peux, toujours très énergique d'ailleurs, pour dire qu'une directive sur les concessions est complètement inutile, parce que en France, on a la loi Sapin, donc on est content avec ça. La loi Sapin qui, à l'époque, en 93, avait soulevé beaucoup de résistance de la part des sociétés concessionnaires, mais qui, en fin de compte, a parfaitement fonctionné. Tout le monde l'a admise. Donc, on est bien. On n'a pas besoin que la Commission européenne prenne quelconque initiative en ce domaine. Alors, ce refus gouvernemental a, dans un premier temps, eu des conséquences. En effet, avant d'adopter une proposition de directive, ou de règlement d'ailleurs, la Commission procède à des consultations informelles. Des émissaires de la Commission européenne se rendent dans tous les États pour consulter les administrations et les opérateurs économiques, pour savoir ce qu'ils pensent du projet, quels sont les problèmes qui se posent localement, etc. Et à ce stade, la Commission européenne n'a pu avoir aucune communication avec les administrations françaises. Un refus de recevoir les représentants de la Commission, puisque la France n'avait pas besoin des directives, donc les administrations ont reçu pour consigne de ne rien dire. Par conséquent, le directeur en charge du sujet et les fonctionnaires qui travaillaient avec lui à la Commission européenne n'ont pu avoir de réaction que de la part des entreprises et de l'Institut de la gestion déléguée, qui justement avait organisé ce colloque. Ça n'a pas empêché la procédure de suivre son cours. Ce n'est pas parce que les administrations françaises refusent de donner leur avis que la procédure s'arrête.
Donc la proposition est arrivée au Conseil de l'Union européenne, elle a été examinée par les groupes de travail, et à ce stade, eh bien, il a bien fallu que les fonctionnaires français, les experts français reprennent leur place, et la France a participé au reste du processus d'adoption de la directive. Et au Parlement européen, c'est même un Français, le député Juvin, par ailleurs médecin responsable du service des urgences de l'hôpital Pompidou, je ne sais pas comment il fait, qui a été rapporteur et qui a été, je peux en attester, très à l'écoute des observations des uns et des autres. Alors, si je raconte ce processus, c'est pour y avoir un peu participé, et ensuite parce que, en fin de compte, les résistances françaises ont peut-être renforcé le message en incitant la Commission européenne et le Parlement à faire peut-être preuve de plus d'attention envers ce que la France avait à dire. Notamment, alors c'est un petit point, mais au départ, dans toutes vous savez que les propositions de directive et le texte est toujours en anglais, en cours de procédure, c'est seulement à la fin que c'est traduit. Et la première traduction avait traduit marché de concession. Donc c'est grâce aux Français qu'on a eu le contrat de concession, en fin de compte. Que la procédure de principe et la procédure négociée, qu'ont été définis de façon très large les investissements à prendre en considération pour définir la durée du contrat. Au départ, c'était très restreint et en fin de compte, la définition des investissements est très large, qui a été introduite la notion de gestion, alors qu'au départ, la concession était définie comme le contrat qui confie une prestation de service. Dans la directive, on a ajouté gestion du service. Bon, beaucoup d'éléments allant dans le sens du renforcement de la spécificité de la concession ont pu être introduits grâce aux interventions des représentants de la France. En plus, la France est considérée comme la terre d'élection de la concession, et donc ça a renforcé les coûts de la Commission, alors que certains, les Anglais par exemple, faisaient valoir qu'il n'y avait absolument aucune raison d'appliquer à la concession des procédures différentes de celles qui valent pour les marchés publics. Donc en fin de compte, dans tous ces cas de résistance ex ante, c'est-à-dire au stade de l'adoption de la directive, on peut conclure que si on n'invoque pas la spécificité française, si on n'invoque pas l'incompatibilité radicale avec des procédures de mise en concurrence, donc si on s'inscrit à l'intérieur du cadre, tout à l'heure François faisait allusion à la résistance, si on fait de la résistance de l'intérieur, eh bien ça fonctionne mieux que si on oppose un refus total de l'extérieur. Alors qu'en est-il quand la directive est adoptée? Est-ce qu'il peut y avoir une résistance à l'application? À première vue, on a du mal à l'envisager puisque les directives sont obligatoires, enfin sous réserve de la place très large qu'en matière de contrat de la commande publique est laissée à la subsidiarité. Et pourtant, les exemples de résistance sont légion. Il y a deux voies de résistance, en dehors de la violation pure et dure, évidemment. Le contournement et la tolérance. Et parfois les deux à la fois. Parfois les deux coexistent, contournement et tolérance. Quand je parle de tolérance, je veux dire tolérance de la part notamment de la Commission européenne. Alors d'abord, le contournement. Le contournement, on en a déjà vu un exemple, il est parfois purement sémantique. On appelle concession d'aménagement la convention publique d'aménagement. Mais il peut aussi parfois être le fait du juge. Alors un premier exemple, qui pour moi est un contournement, ça ne fait peut-être pas l'unanimité, c'est un exemple récent qui concerne la théorie de l'imprévision.
comme vous le savez, la théorie de l'imprévision, c'est une des grandes caractéristiques du droit des contrats administratifs français. Et depuis l'origine, depuis l'arrêt de mars 1916, Compagnie du gaz de Bordeaux, enfin, tout au moins les conclusions chardonnaient sous cet arrêt, on considère qu'il s'agit que l'indemnité d'imprévision est une indemnité extra-contractuelle qui compense des charges extra-contractuelles. Donc, la théorie de l'imprévision, selon l'expression du commissaire du gouvernement Rivoulet en 1919, est une superstructure qui s'ajoute au contrat. Par conséquent, il ne s'agit pas de responsabilité contractuelle. Il faut un contrat, mais ça n'est pas une responsabilité contractuelle, c'est une indemnité extra-contractuelle. Vieille théorie, toujours d'actualité, puisque le Conseil d'État, dans son avis du 12 septembre 2022 sur les conséquences de la pandémie de Covid sur les contrats de la commande publique, a confirmé qu'il s'agit bien d'une théorie extra-contractuelle et que, par conséquent, les règles issues des directives sur les marchés publics et sur les concessions relatives à la modification des contrats de la commande publique ne s'appliquent pas. Donc l'indemnité d'imprévision, alors même qu'elle rémunère une prestation, d'ailleurs l'indemnité d'imprévision est assujettie à la TVA, c'est une rémunération supplémentaire de prestations dont la rémunération était prévue à l'origine par le contrat. Eh bien, néanmoins, il ne s'agit pas d'une modification du contrat. Bon, cette solution repose vraiment sur une spécificité française, parce que, vous allez me dire, mais il y a beaucoup d'autres droits dans le monde qui admettent la théorie de l'imprévision. J'ai eu l'occasion de voir le droit espagnol à l'occasion d'un arbitrage où il fallait appliquer les principes communs au droit français et au droit espagnol. Et dans les principes communs, il y avait l'imprévision, certes, sauf qu'en Espagne, alors même que le Conseil d'État espagnol cite les arrêts du Conseil d'État français, la théorie de l'imprévision est fondée sur l'intention des parties, l'intention présumée des parties. Donc c'est une théorie contractuelle. Donc la plupart des systèmes juridiques, j'en ai pas fait le tour, mais qui appliquent la théorie de l'imprévision, en réalité appliquent la notion de clause rebus sixtantibus et donc se réfèrent à l'intention des parties. Et ça n'est donc comme le Code civil français aujourd'hui. Donc ça n'est pas une théorie extra-contractuelle. On peut douter très très fortement que le jour où la Cour de justice sera saisie du sujet, si ça arrive, elle admette qu'on peut échapper aux règles sur la modification des contrats sur la base de règles du droit national qualifiant une indemnité supplémentaire d'indemnité extra-contractuelle, parce que les charges n'ayant pas été prévues doivent être considérées comme des charges extra-contractuelles. Donc, bon, je suis très satisfait de cette situation qui facilite, dans les relations avec les opérateurs qui demandent des indemnités d'imprévision, qui facilite considérablement l'obtention de ces indemnités. On n'a pas à se soucier du seuil de 50%, des règles sur les circonstances imprévues, etc. Mais je doute que cela puisse être considéré autrement que comme un contournement visant à faciliter la vie du contrat. Donc l'objectif est très noble, mais le résultat n'est pas parfaitement convaincant. Alors, on trouve d'autres exemples un peu plus subtils en remontant un peu plus loin. Je donnerai un exemple de cas où le Conseil d'État, je dirais, fait semblant d'appliquer une solution de la Cour de justice de l'Union européenne en la détournant. Alors vous savez que par un arrêt du 9 juin 2009, qu'on abrège en l'appelant l'arrêt Hambourg, du nom de la ville de Hambourg, arrêt très célèbre, la Cour de justice, à l'instigation du rapporteur public Jean-Claude Bonichot, d'ailleurs, le fait que ce soit lui, le rapporteur français, a peut-être joué un rôle. Donc la Cour a admis la notion de contrat de coopération public-public. Donc elle a admis que, mais dans un cadre bien délimité, que si deux collectivités
engage des négociations en vue de mettre en place un service en commun dans une coopération d'intérêt commun dans un but d'intérêt général, ce contrat peut échappe aux règles de la commande publique. Et aujourd'hui, c'est codifié dans les directives sur les concessions et les marchés publics. Cette idée de coopération publique-publique. Donc, il ne s'agit pas d'un contrat par lequel une collectivité confie à une autre la gestion de son service public. Ça, c'est une délégation, c'est une concession. Non, il s'agit d'un contrat véritablement de coopération. Bien. Dans un arrêt du 3 février 2012, commune de Verrier-du-Lac, c'est au bord du lac d'Annecy, le Conseil d'État est saisi d'un contrat par lequel une commune, c'est peut-être pas très légal au regard du droit de la coopération intercommunale, mais ça on laisse de côté, une commune a confié, la commune de Verrier-du-Lac, a confié la gestion de son service de l'eau potable à un établissement public de coopération intercommunale, une communauté de communes autour de la ville d'Annecy. Donc la commune n'a pas intégré l'établissement public de coopération intercommunale, elle lui a confié la gestion de son service. C'est une concession, une délégation de service public entre deux personnes publiques. Le Conseil d'État, néanmoins, contrairement aux conclusions de son rapporteur public Bertrand Dacosta, a considéré que c'était un contrat public-public, un contrat de coopération échappant aux règles de la commande publique. Donc, en réalité, c'est purement, je dirais, comme on dit souvent au Conseil d'État, c'est purement cosmétique. C'est l'appellation coopération publique-publique est appliquée à un contrat qui, en réalité, est une concession. Donc, de manière à permettre d'échapper aux règles de la commande publique, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Donc là, contournement qui consiste dans un habillage. Voilà ces deux exemples de contournement juridictionnel. Alors l'autre possibilité ouverte à la résistance, c'est les cas dans lesquels la Commission européenne fait preuve de tolérance vis-à-vis de ce qu'il faut bien appeler des violations du droit communautaire. Alors pourquoi la Commission peut-elle se montrer tolérante ? Pour moi, il y a deux raisons. La première, c'est l'ignorance. Alors, ce n'est pas vraiment de la tolérance, d'ailleurs, mais il y a défaut d'information de la Commission. Évidemment, la Commission ne peut pas savoir ce qui se passe dans les 27 États en permanence. Donc, il y a beaucoup de cas dans lesquels elle n'est tout simplement pas informée parce que personne ne l'a informée de comportements non conformes au droit communautaire. Mais parfois aussi, de façon plus étonnante, la tolérance résulte d'une volonté politique. La Commission, pour des raisons d'équilibre des forces en présence, dont je donnerai quelques exemples, est d'accord pour ne pas réagir, c'est-à-dire pour ne pas déclencher de procédure en manquement auprès de la Cour de justice. Alors, un exemple d'abord de tolérance par défaut d'information. Enfin, je pense que c'est par défaut d'information. Je ne suis pas informé avec certitude sur le défaut d'information. Mais c'est parce que c'est assez subtil. Donc, pour diagnostiquer la violation, il faudrait quand même que la Commission se penche de très très près sur l'état du droit français. Alors, comme vous le savez, pendant longtemps, c'est-à-dire à partir de 2001, le Code des marchés publics a défini la notion de marché de travaux en introduisant l'élément maîtrise d'ouvrage. Le marché de travaux, il y avait marché de travaux que si la collectivité publique exerçait la maîtrise d'ouvrage. Donc le Code des marchés publics, en 2001, avait codifié la jurisprudence du Conseil d'État en introduisant cet élément. Depuis 2015, on l'a supprimé. La notion de maîtrise d'ouvrage ne fait plus partie de la définition du marché de travaux. Alors cette
suppression a entraîné des conséquences importantes dans le cas de vente avec charge et notamment de vente en état futur d'achèvement. En effet, jusqu'en 2015, comme vous savez, dans la vente en état futur d'achèvement, la collectivité, il faudrait parler plutôt d'achat en état futur d'achèvement, la collectivité publique charge un promoteur de réaliser des travaux, de réaliser une construction qui, à la fin de l'opération, lui revient en partie. Il faut que ce soit seulement une part minoritaire. Donc c'est le promoteur qui est maître d'ouvrage. Ce qui fait que jusqu'en 2015, au sens du droit français, les ventes en état futur d'achèvement conclues par des collectivités publiques n'étaient pas des marchés publics de travaux. Ils en étaient au sens du droit communautaire, mais pas au sens du droit français. En 2015, on supprime la condition de maîtrise d'ouvrage, donc les ventes en état futur d'achèvement, lorsqu'elles prévoient des travaux sous la supervision de la collectivité publique, peuvent devenir des marchés de travaux. Il y a à la fois un contrat de vente, un contrat d'achat qui est exclu du champ d'application des directives et un contrat de travaux dès lors que la collectivité commande des aménagements sur l'immeuble dont elle va acquérir la propriété à la fin du contrat de vente. Donc normalement, si ces travaux sont importants, eh bien tout le contrat devrait être soumis aux règles de passation des contrats de la commande publique. Mais pour échapper à ça, en 2016, un décret du 25 mars 2016 sur lobbying d'une collectivité publique qui pratique beaucoup la vente en état futur d'achèvement, j'ai nommé la ville de Paris. Donc ce ne sont pas seulement les grands opérateurs qui font du lobbying, les collectivités locales aussi font du lobbying. Donc ce décret a modifié l'article 30 du Code des marchés publics. Et aujourd'hui, c'est l'article 2122-3 du Code de la commande publique, qui est l'article relatif à la possibilité de ne pas mettre en concurrence pour des raisons techniques. Donc, le décret de 2016 prévoit que l'acquisition ou la location d'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire, assortie de travaux répondant aux besoins de l'acheteur, est soustraite à la mise en concurrence pour une raison technique. Donc, que veut dire ce texte ? Il signifie que dès lors que des travaux d'adaptation sur une partie de l'immeuble, donc il faut réaliser des cloisons supplémentaires, il faut faire un garage, à la demande, sur commande de la collectivité. Dès lors que ces travaux d'adaptation sont indissociables, eh bien il y a une raison technique qui permet d'échapper à la mise en concurrence. C'est une conception un peu large de la raison technique, parce que l'indissociabilité n'est pas forcément... Il faudrait dire indissociabilité due à des motifs techniques. Mais l'indissociabilité, très souvent, elle est purement économique. Ça coûte moins cher de faire les travaux par le constructeur de l'ensemble de l'immeuble que de mettre en concurrence pour adapter l'immeuble et pas de mettre en concurrence en faisant appel à une autre entreprise éventuellement pour adapter l'immeuble. Donc presque toujours, cette indissociabilité, elle est économique. Mais ce que dit le texte, c'est dès lors qu'il y a indissociabilité, on peut admettre qu'il y a une raison technique, donc ne pas mettre en concurrence. Donc pour moi, c'est un contournement extrêmement discret qui consiste à généraliser la notion de raison technique. Bon, je pense qu'il n'y a pas de danger, sauf contentieux, il n'y a jamais eu de contentieux à ma connaissance pour que ce contournement soit remis en cause. Alors le contournement peut parfois se combiner avec la tolérance de la part de la Commission européenne. Là, on en a, je peux donner 3 exemples qui sont assez
important. Alors, d'abord, concernant le marché de l'électricité. Bon, comme vous le savez, les directives, depuis 2000, les directives sur le marché de l'électricité ont imposé la déconstruction de l'entreprise EDF, qui autrefois était une entreprise complètement intégrée, établissement public chargé de la production, de la distribution, de l'ensemble de l'ensemble de l'activité électricité. Donc, avec les directives, suppression du monopole de la production, mais a été maintenu le monopole de la distribution, avec ce système un peu particulier que la distribution est un service public local, et donc les collectivités locales, aujourd'hui principalement des syndicats de communes, concluent avec Enedis, la filiale d'EDF, des contrats de concession de distribution. Concession obligée sur presque tout le territoire. Seulement sur presque tout le territoire, j'insiste là-dessus, puisque à côté du territoire monopolisé, il existe quand même 160 distributeurs non nationalisés, qui sont soit des régies, soit des sociétés d'économie mixte, soit des SICAE, sociétés qui sont des coopératives d'agriculteurs. Donc vous avez 160 territoires où la distribution d'électricité n'est pas assurée par Enedis. Et ça marche très bien. J'ai travaillé pour plusieurs SICAE qui se vantent de ce que leur réseau est mieux entretenu que celui d'Enedis. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça existe. Donc on retient ça. Alors, en 2011, quand la Commission européenne a publié sa proposition de directive sur les concessions, le gouvernement français a immédiatement craint que cela remette en cause le monopole de la distribution d'électricité, le monopole d'Enedis. Donc, à la demande de la France, a été introduit la disposition de l'article 10, paragraphe 1er de la directive sur les concessions, qui prévoit que peut être attribuée sans mise en concurrence la concession sur la base d'un droit exclusif octroyé conformément au droit communautaire. Disposition générale, mais c'est Enedis qui était visé. Donc, droit exclusif octroyé conformément au droit communautaire. Et la Commission européenne, en coulisses évidemment, a donné l'assurance que tout allait bien en France, que pour elle, le monopole d'Enedis était octroyé conformément au droit communautaire. Donc on n'allait pas, la Commission n'allait pas venir chercher la France sur ce sujet. Mais des particuliers l'ont fait. Une certaine Madame Chichereau a contesté devant la juridiction administrative le monopole d'Enedis, et ça aboutit à un arrêt du Conseil d'État du 10 juillet 2020, Chichereau, qui a jugé que le droit exclusif reconnu à Enedis est nécessaire pour le bon accomplissement du service d'intérêt économique général dont est chargée l'entreprise. Donc, rendu aux conclusions conformes de notre ami Gilles Pélissier, qui a admis que le droit exclusif est nécessaire. Mais comme vous le savez, la Cour de justice, depuis l'arrêt Corbeau, le célèbre arrêt Corbeau et l'arrêt Commune d'Almelo, juge que le droit exclusif attribué à l'opérateur d'un service d'intérêt économique général doit être indispensable à l'accomplissement de la mission, au bon accomplissement de la mission. Le Conseil d'État s'est complètement abstenu, et le rapporteur public aussi, s'est complètement abstenu d'examiner cela. Est-ce que le monopole d'Enedis est indispensable pour que la distribution d'électricité fonctionne bien? Personne ne s'est interrogé sur la présence des 160 distributeurs non nationalisés. Or, pour moi,
la présence de... C'est vrai qu'ils ont des zones assez limitées, mais enfin quand même non négligeables. La présence de ces distributeurs non nationalisés, ELN, entreprise locale, ELD, entreprise locale de distribution, montre que ça peut marcher sans le monopole. Donc il aurait peut-être fallu s'interroger là-dessus, bon, ne serait-ce que pour dire que c'est marginal. Voilà. Bon, néanmoins, le sujet n'est pas absolument brûlant. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans un secteur très exposé à la concurrence. En fait, personne n'a envie d'aller assurer la distribution d'électricité parce que c'est une entreprise très capitalistique, avec des risques importants en cas de tempête, etc., comme vous le savez, et le tarif est réglementé. Donc, ce n'est pas une activité très, très attirante pour la concurrence. Electrabel ou le Belge ou d'autres n'ont pas du tout envie de venir concurrencer Enedis. On peut donc s'expliquer que la Commission européenne ait accepté de ne pas regarder de trop près. Un autre exemple de contournement avec une certaine tolérance. Alors c'est un sujet qui a fait couler énormément d'encre peu sympathique. C'est la mutualisation des services communaux. C'est une véritable saga, ça, la saga de la mutualisation des services communaux. Donc, mutualisation des services communaux, il s'agit des contrats conclus entre les communes, et soit autrefois l'État, mais surtout des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, soit pour une prestation de service, soit carrément pour la gestion d'un service, comme dans l'affaire de Verrier-du-Lac. Donc il y a très longtemps, la question s'est posée de savoir si ce type de contrats sont soumis ou non au droit des marchés publics. En 1986, c'est la préhistoire, j'ai écrit un article sur la notion de marché public. Ça paraît extraordinaire, mais à l'époque, on se posait beaucoup de questions sur la notion de marché public. Et on voyait dans des... J'ai écrit cet article après avoir lu un déféré préfectoral qui délirait. Donc à l'époque, on n'avait pas encore de notion très précise. Et j'ai osé écrire que les contrats entre l'État et les collectivités locales étaient des marchés publics. Ça a soulevé un tollé incroyable. Je me rappelle à un colloque, les collègues Christine Bréchon-Moulin, Franck Moderne, Jean-Paul Gilly, tous morts aujourd'hui, m'ont quasiment injurié. Le secrétariat général du gouvernement s'est inquiété. Donc, ça presque des réactions de haine, mauvais patriote. Donc, voilà. Et il se trouve que quelques années, 12 ans après, j'ai eu l'occasion de soumettre le problème au tribunal administratif de Strasbourg, très ouvert au droit communautaire. Et le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'un contrat entre deux établissements publics de coopération intercommunale était soumis au droit communautaire des marchés publics. Le Conseil d'État, dans son arrêt du 20 mai 1998, communauté de communes du Piémont de Bar, a confirmé ce jugement. Alors, en jugeant que ce contrat illégal au regard du droit de l'intercommunalité, mais ça, comme c'était un référé précontractuel, on ne regardait pas ça. Donc, ce contrat doit être regardé comme un marché public au sens de la directive 92/50. Donc, réticence. Un marché public au sens de la directive, mais pas au sens du Code des marchés publics. En dessous des Ce qui était absolument impraticable. Mais enfin, néanmoins. Et à la suite de cet arrêt, les réactions ont été encore plus violentes de la part des services de l'administration de l'État. 6 ans plus tard, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu que les services d'une commune membre d'un établissement public intercommunal peuvent être mis à la disposition de cet établissement public. Donc il y a transfert de compétences, mais seulement transfert partiel. Donc on peut
c'était le but, ne pas transférer tous les fonctionnaires et garder un service dans la commune ou dans l'établissement public, et ils peuvent conclure entre eux des contrats librement. Le ministre s'appelait Patrick Devedjian, qui dit « Je crains que nous ne soyons pas dans les clous et que nous nous fassions taper sur les doigts par la Commission européenne. » Donc, conscience du problème. Et en effet, la Commission européenne a tapé sur les doigts. Elle a été saisie d'une plainte par une organisation professionnelle anonyme, puisque on peut adresser à la Commission européenne les plaintes anonymement. Donc là, ça a été adressé par un avocat. On ne sait pas qui était l'organisation professionnelle. Enfin, ce sont des organisations d'entreprises qui sont concurrencées par ce type de mutualisation. C'est entretien des espaces verts, services numériques, etc. Un nombre très important de contrats entre collectivités soustraits au marché des prestations qui peuvent intéresser les entreprises privées. Donc, à la suite d'une plainte, la Commission européenne demande des explications. Demande d'explications qui ont déclenché, là encore, des réactions très, très violentes. En mars 2007, l'Association des maires de France organise un colloque pour affirmer que la mutualisation typiquement française ne rentre pas dans le cadre de la commande publique, parce que les typiquement français ne rentrent pas dans le cadre de la commande publique. C'est le résumé de l'apport de ce colloque, organisé au Palais du Luxembourg, donc sous l'égide du Sénat. Donc, ça n'a pas empêché la Commission de poursuivre, et elle a adressé à la France un avis motivé, donc dernier stade, avant la saisine de la Cour de justice. Donc, pour prévenir la condamnation, on fait quand même attention. Les textes ont été modifiés, donc c'est l'article 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Donc, la modification a consisté à ne permettre que la conclusion de contrat par laquelle l'établissement public de coopération confie une prestation à une commune, donc pas dans l'autre sens, et seulement dans le cas où ce contrat accompagne un transfert de compétences. Donc, comme vous le savez, les directives ont prévu expressément, à la demande de la France, que les contrats par lesquels est opéré un transfert de compétences, le Conseil constitutionnel ayant admis que ça peut être conventionnel, ne sont pas des contrats à la commande publique. Donc, la nouvelle loi prévoit que quand le contrat est l'accessoire d'un transfert de compétences, il n'est pas soumis aux règles de la commande publique. Donc, il faut supposer que c'est un transfert de compétences partiel, que la commune conserve une partie des services et que la communauté de communes et la communauté d'agglomération peut conclure un contrat de prestation de services avec ce service non transféré. En réalité, ça ne change rien. Il y a toujours un contrat de prestation de services, mais la Commission européenne a admis, et pour moi c'est une tolérance, a admis que dès lors qu'on a limité le champ d'application de l'exclusion, eh bien, la restriction est acceptable. Donc c'est un exemple d'une certaine efficacité de la résistance. La Commission pratique le self-restraint. Elle ne veut pas trop embêter, si je puis dire, la France en lui permettant tout de même d'admettre une petite proportion d'exclusion de la commande publique. Et puis, troisième et dernier exemple, beaucoup plus récent, de combinaison entre contournement et tolérance. Il s'agit du régime de l'hydroélectricité. Alors là, on est dans l'actualité du mois de juin. Alors, je remonte à 1919. En 1919 a été adoptée une loi sur
l'exploitation de la ressource hydroélectrique, prévoyant qu'au-dessus d'un certain seuil, eh bien, la houille blanche, comme on l'appelait à l'époque, est étatisée et que l'exploitation des barrages et autres sources d'énergie électrique fait l'objet d'une concession par l'État. Et à partir des années 93, enfin 93 et suivantes, s'est posée la question de la mise en concurrence de ces concessions, sachant qu'elles sont presque toutes détenues par EDF, qui n'a plus le monopole de la production, mais qui a les concessions d'hydroélectricité d'une durée très très longue. EDF et quelques autres sociétés. Depuis 10 ans, la Commission européenne a engagé des précontentieux pour convaincre l'État français de remettre en concurrence, enfin de mettre en concurrence ces concessions. De manière assez incroyable, la France est arrivée à traîner des pieds depuis 10 ans. Alors, au prétexte qu'il faut des années pour arriver à déterminer l'état exact des biens. Et en effet, les concessions d'énergie hydraulique, qui remontent 75 ans, 50 ans, prévoient une procédure de renouvellement des concessions qui est évidemment inapplicable, mais qui comporte une durée de 6 ans pour évaluer l'état des biens. Ce sont des biens de retour, les barrages, etc., qui vont être remis à la France. Donc il y a 6 ou 7 ans, l'État français a lancé une procédure pour choisir des cabinets d'avocats et des cabinets d'économistes pour l'aider à évaluer l'état des biens. Et on a dit à la Commission, vous voyez, on fait ce qu'il faut, mais il faut voir, ça va prendre un peu de temps. Bon, la Commission européenne a fini par s'impatienter l'an dernier. Et donc, des négociations ont été entamées, une mission d'information a été créée à l'Assemblée nationale sur les modes de gestion et d'exploitation des installations hydroélectriques, et des négociations, on est au niveau politique, ont été engagées avec la Commission européenne. Elle a accepté, il y a quelques mois, de renoncer au contentieux si on modifie la législation française. Et une proposition de loi est en cours de discussion. Alors, je crois que la commission mixte paritaire devait se réunir le 16 juin, enfin donc ça avance, qui prévoit 3 choses. D'abord, le plus important, elle prévoit le passage d'un régime de concession à un régime d'autorisation. Donc, il s'agirait d'une autorisation unilatérale d'exploitation des ouvrages, alors assorti quand même d'un contrat. C'est un contrat qui donne un droit réel d'occupation et d'utilisation du domaine public de l'État. Parce que normalement, quand il y a un régime d'autorisation, normalement, le titulaire de l'autorisation est propriétaire des biens. Mais on n'allait pas vendre tous les barrages à EDF. Ça aurait coûté un peu trop cher. Donc, le système qu'on a trouvé, c'est donner un droit réel d'occupation, moyennant redevance, bien sûr, à EDF sur les barrages, bien de retour, appartenant à l'État. Ensuite, deuxième élément de la proposition de loi, les concessionnaires en place peuvent rester en place. Et on invoque à l'appui une raison impérieuse d'intérêt général, les fameuses RIG, raisons impérieuses d'intérêt général, qui permettent de déroger aux règles de mise en concurrence. Donc, raison tenant à la sûreté, à la sécurité d'approvisionnement, à la gestion de la ressource en eau, à la protection de l'environnement. Enfin, n'en jetez plus, il y a une quantité de raisons impérieuses d'intérêt général assez impressionnante. Et puis ensuite, alors, petite compensation quand même, EDF devra mettre à la disposition des tiers
une certaine capacité virtuelle de production hydroélectrique. C'est-à-dire qu'on refait ce qu'on a fait pour l'énergie nucléaire, hein, où EDF a dû céder à un tarif régulé une partie de sa production nucléaire. Donc voilà le système qui est prévu par la proposition de loi. Alors, au dire des parlementaires qui sont à l'origine, la Commission aurait admis ce système, mais il faut, une fois que la proposition sera adoptée, il faudra encore revenir vers la Commission. Mais il est bien évident, enfin il me semble évident, que si, en fin de compte, le maintien des concessions, enfin des autorisations est admis, c'est la preuve de la part de la Commission d'une très grande tolérance. Parce que ce régime d'autorisation ressemble furieusement au régime de la concession. La concession donnait un titre à exploiter les ouvrages, elle définissait des obligations. Aujourd'hui, on va avoir un titre. D'ailleurs, je signale qu'en 1919, c'est un régime d'autorisation que la loi a voulu mettre en place, et que c'est seulement ensuite que la jurisprudence, et Putsigala et compagnie, a considéré qu'il s'agissait d'une concession. Donc, sans entrer dans les détails, ce régime d'autorisation avec contrat d'occupation du domaine public ressemble furieusement au régime de concession, et il me semble que si la Commission admet la survie du droit exclusif d'EDF, c'est, là encore, par une forme d'auto-limitation pour des raisons purement politiques, parce qu'elle ne veut pas trop indisposer le gouvernement français, qui a fait une concession quand même avec la mise à disposition de capacités d'énergie hydraulique. Donc, c'est vrai que les processus de mise en conformité avec les directives, en fin de compte, font la part des choses, hein, et les équilibres politiques tiennent leur place. On en a des exemples ailleurs qu'en France. Je pense par exemple, il y a quelque temps, à l'énergie nucléaire en Hongrie. Alors, pour conclure, j'ai peut-être été un peu long. Pour conclure, je ferai deux remarques qui reprennent un peu ce que j'ai dit. Première remarque, c'est qu'il me semble que dans de nombreux cas, la résistance française, en fin de compte, était légitime, compte tenu de la spécificité de certains contrats. Le but de cette résistance n'était pas seulement d'empêcher la concurrence, mais cette résistance a pu être affaiblie par l'invocation toujours retrouvée de la spécificité française et par l'absence de prise en charge des critiques. Ensuite, deuxième remarque, c'est que la résistance, même quand elle dure 10 ans, eh bien, peut conduire la Commission européenne à introduire des éléments de souplesse. Alors, éléments de souplesse sous la forme de self-restraint et éventuellement sous la forme de prise en compte des critiques dans l'adoption des propositions de directive et au final dans l'adoption de la directive. Donc, toute résistance n'est pas le fait du corporatisme, et parfois la résistance est justifiée. Pas toujours. Je vous remercie. Alors merci Laurent pour cette conférence passionnante. Moi je retiens quand même que de la conférence qu'il y a beaucoup d'évolutions. Finalement ça a été l'occasion de rappeler les différentes évolutions, à la fois sur le fond et sur le champ d'application de la mise en concurrence. Sur le fond, on a des exemples, tu as parlé des marchés de définition dont le gouvernement avait gardé la spécificité. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ça finit par être déclaré contraire à la Cour de justice. Et puis, on a essayé de réintroduire l'idée de marché de définition avec les partenariats d'innovation, qui, par ailleurs, sont un échec total, puisqu'on a les statistiques au niveau de la Commission européenne, les 27 États membres. Il y a eu à peu près une cinquantaine de procédures de passation pour tous les États membres, donc c'est très peu. Sur le fond aussi, tu as soulevé la question de la compatibilité de l'avis du 22 septembre 2000. Du 15 septembre 2022 sur la théorie de la prévision, je te suis complètement. Si on ne peut pas voir là une modification du contrat, alors c'est quoi le contrat ? Moi, je me fie toujours à la définition de Maurice Horiou, cet acte
de prévision, cette tentative la plus hardie de la volonté humaine sur les faits, mais c'est un acte de prévision. Et donc forcément, si un événement extérieur n'est pas prévu et entraîne une indemnité, c'est qu'il y a eu un défaut dans l'acte de prévision. Et donc s'abriter derrière la théorie de la charge extra-contractuelle, c'est une espèce de fiction juridique qui valait peut-être en 1916 pour des raisons d'ailleurs peut-être plus contentieuses, responsabilité extra-contractuelle, contractuelle, que pour des raisons de fond. De nos jours, je suis d'accord avec toi que ça passerait pas le filtre européen. Alors, au passage, l'exemple espagnol est intéressant parce qu'on peut aussi se poser la question de savoir si passerait le filtre européen de considérer que c'est dans l'intention des partis. Et c'est un autre sujet, mais tu pourras peut-être réagir là-dessus. Ce que je retiens surtout, c'est que les évolutions que tu as retracées, au-delà des questions de fond, ça porte surtout sur des questions de champ d'application. Et les résistances, c'est on ne veut pas la mise en concurrence pour tel ou tel type de contrat ou de relations contractuelles. Alors l'exemple est significatif, les marchés d'assurance, les marchés de services juridiques, les relations entre collectivités publiques sont un excellent exemple. L'arrêt commune de Piémont-de-Bar, dont j'ai appris que tu étais à l'origine du Conseil d'État, c'est quand même hallucinant. En 98, le Conseil d'État nous dit quand on est finalement au-dessus des seuils que les directives s'appliquent, c'est un marché public. Quand on est en dessous des seuils, c'est pas un marché public. Donc c'est un marché public au sens européen, c'est pas un marché public au sens interne. Là, c'était complètement un moment de flottement, un flottement ou de schizophrénie juridique assez hallucinante. Mais ce qu'il y a d'intéressant quand même dans les exemples que tu as pris, c'est qu'on voit qu'il y a eu un mouvement à l'origine de plus grande, d'extension de la mise en concurrence, et les réticences françaises étaient, comme dans d'autres pays, je crois qu'il ne faut pas se leurrer, il y a aussi dans d'autres pays, les réticences françaises étaient forcément sur non, on veut garder des spécificités, donc pas de mise en concurrence. Mais ce que je constate quand même, c'est à la fois du point de vue de la Cour de justice et de la Commission, depuis 2009, finalement, il y a une petite bascule avec la Cour de justice sur la coopération publique-public, dont j'avais pu discuter un an avant avec un référendaire du juge Bonichot, Christian Lambert, que tu connais, et donc je me plais à dire que je suis peut-être à l'origine de l'exception, mais j'en suis très peu sûr, mais j'avais pu discuter de cette idée d'introduire des exceptions au rapport contractuel coopération publique-public. Et donc on voit la Cour de justice a admis des exceptions, comme elle l'avait fait pour le in-house. La Commission aussi, l'exemple que tu as pris sur l'hydroélectricité aussi, admet des exceptions. Les services juridiques aussi, alors d'abord on a dit par principe c'est soumis, mais ensuite par petite touche, on admet des exceptions. Donc moi, ma question c'est, est-ce que finalement, les exemples que tu as pris pensent aller dans ce sens? Est-ce qu'on peut prédire ou prévoir d'autres exceptions à la mise en concurrence, ou quels seraient les domaines, j'ai pris quelques exemples, mais quels seraient les domaines où on serait légitime auprès de la Commission pour dire tel ou tel domaine n'est pas adapté à la mise en concurrence. Il y a un contexte favorable, le contexte international, clairement, oblige à se poser la question de l'utilité de la mise en concurrence, des règles de mise en concurrence. Donc voilà, est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres domaines ? J'avoue que le gouvernement français était très fort sur les concessions hydroélectriques parce qu'il a réussi à négocier l'idée que c'est pas qu'une question sémantique, concession, autorisation, c'est de dire, en fait, on appelle ça des concessions, mais c'est des autorisations parce que ça répond pas à des besoins. Donc c'est sur la notion de besoin, je crois aussi qu'il a réussi à justifier la chose. Donc est-ce que tu penses qu'au-delà des exemples que tu as pris, est-ce qu'il y aurait et puis après j'ouvrirai le débat bien sûr, mais est-ce qu'il y aurait d'autres domaines peut-être qui justifieraient une exception à la mise en concurrence? Moi je sais qu'au niveau européen, c'est pas que français, il y a par exemple le secteur de la restauration collective qui dit on est dans un domaine où la mise en concurrence n'est pas adaptée, on ne peut pas faire travailler les producteurs locaux. Alors moi je n'ai jamais trouvé que c'était complètement justifié, mais il y a une grosse pression dans ce secteur-là. Pour sortir du champ de la mise en concurrence. Est-ce que tu vois ce secteur ou d'autres domaines qui pourraient le justifier? Non, je vois pas a priori d'autres domaines ne me viennent pas à l'esprit. Bon. Mais souvent les spécificités invoquées à raison de l'objet du contrat justifient plus que l'absence de mise en concurrence
d'autres formes d'achat. Par exemple, dans certains secteurs, les critiques viennent de ce que les marchés ne sont pas globaux. Oui. Donc, c'est plutôt de ce côté-là que les adaptations seraient recherchées. Parce qu'en réalité, il me semble que la mise en concurrence est toujours possible, mais qu'il faut parfois l'adapter. Oui, c'est ça. L'adapter et la généralisation de la procédure négociée permettrait de réaliser plus d'adaptations en fonction de l'objet. Mais comme ça, a priori, je n'ai pas de secteur qui me vient à l'esprit. Alors, on ouvre le débat, les questions sur ce sujet, ou peut-être sur d'autres, hein, mais on peut commencer par des questions sur ce sujet, avec les étudiants. Oui, Benjamin? Pour l'accord sur les barrages, est-ce que les autres pays vont s'en prévaloir pour demander la même chose? Parce que si oui, et que, imaginons que tous les pays fassent le même accord, la Commission européenne, elle modifie les directives d'elle-même en passant des accords de chaque État, c'est comme une procédure un peu bizarre. Alors, oui, la question, c'est est-ce que d'autres pays pourraient se prévaloir de cet exemple des barrages hydroélectriques? Alors, peut-être pas pour ce secteur-là, parce qu'il faut savoir qu'on a une loi de 1919, parce qu'on a aussi beaucoup de montagnes, et donc beaucoup de barrages hydroélectriques. Alors, il y en a dans d'autres pays, mais on a une spécificité un peu géographique française. Mais est-ce que tu penses que d'autres pays pourraient se prévaloir de ce précédent? Alors, juridiquement, je ne pense pas que le principe d'égalité vaille dans ce sens-là, mais en fait, moi, j'ai connaissance d'un autre précédent très ancien où un État a procédé de la même manière, où ça avait fonctionné. C'est l'Espagne, où, en ce qui concerne les concessions de transport de gaz, la question s'est posée en France, qu'on l'a réglée autrement. C'est le réseau, il y a 3 réseaux nationaux, non pas de distribution, mais de transport de gaz. Et l'Espagne avait un régime de concession, et dans la perspective de l'attention portée à la Commission européenne, elle l'a transformé en régime d'autorisation. Mais, sauf erreur de ma part, en transférant la propriété des biens aux concessionnaires. Et alors en France, la question s'était posée pour le même réseau. Il y avait 3 concessionnaires, dont à l'époque ça s'appelait Elf, le plus gros concessionnaire. Et on a supprimé on a réglé le problème de la concession, je crois, en transférant les biens et en supprimant le régime. Enfin, je ne sais plus exactement comment on l'a réglé, mais pas comme ça. En tout cas, on a ce précédent de l'autorisation espagnole. Donc l'idée avait déjà germé précédemment, il y a 30 ans, hein, dans les esprits de certains. Alors, pour en revenir, politiquement, ça pourrait certainement constituer un précédent dans d'autres secteurs. Mais bon, il faut quand même se rappeler que la France est sans doute l'État membre qui pratique le plus la concession. Donc peut-être que la question ne se pose pas de la même manière dans les 26 autres pays. Je confirme, dans le cadre des discussions qu'on a eues à la Commission européenne, j'étais surpris d'apprendre qu'il y a des pays qui ne connaissaient pas du tout la concession. Donc en gros, c'est France, Espagne et Italie. Et dans les autres pays, c'est très peu pratiqué, voire pas du tout. Mais pour répondre aussi, enfin compléter sur votre question, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est que là, la France n'a pas demandé finalement une exclusion explicite dans les directives. C'est juste, elle a dit non, mais en fait, elle a essayé d'argumenter pour dire ça n'est pas une concession, donc on est hors champ. Donc on met en place, alors on change un peu la loi pour dire ça répond pas aux besoins, mais c'est pas qu'un artifice sémantique, hein, il y a du fond derrière, mais elle n'a pas demandé que ça soit inscrit tel quel. En fait, elle a considéré qu'il fallait en amont considérer que c'était pas une concession. Et ce qui me fait souligner que c'est pas le seul cas. Je sais qu'en Italie, les remontées mécaniques, c'est des autorisations. Donc il n'y a pas de mise en concurrence des concessions. Contrairement à nous. Nous, on va considérer que ce sont des concessions. Donc ce que je veux dire, c'est que chaque pays peut aussi mettre en avant parfois des spécificités pour exclure certains secteurs du champ d'application des directives. Et il peut y avoir des conceptions différentes d'un pays à l'autre, et à chaque pays, à aller justifier ensuite auprès de la Commission ces spécificités. Et comme le disait Laurent, tant qu'on n'a pas signalé à la Commission, quelque part, il y a sans doute toute une série de secteurs qui passent sous les radars parce qu'il n'y a pas eu de signalement à la Commission ou parce qu'il n'y a pas eu de recours. Tu prenais aussi l'exemple de cette requérante. Parfois, c'est juste, il faut qu'il y ait des recours en interne. Soit c'est la Commission auprès de qui on attire l'attention, soit tout simplement, ça peut être des particuliers en interne qui vont remettre en cause une exclusion de mise en concurrence. Oui.
parce qu'une autre piste aurait été d'aligner sur les concessions dans le secteur de l'eau, où, comme vous savez, les concessions dans le secteur de l'eau et de l'assainissement sont exclues du champ d'application de la directive. Alors que ça m'a toujours interpellé, parce que l'exclusion est motivée, puisque les directives doivent être motivées, hein, c'est une obligation juridique. Donc est motivée dans le préambule par le caractère de complexité particulière de ce secteur. En fait, c'est complètement faux. Les concessions dans le secteur de l'eau ne sont pas plus complexes que dans le secteur des, je sais pas moi, des palais des congrès ou des communications électroniques. Donc la véritable explication, elle est politique, hein, c'est à savoir que certaines organisations, certains syndicats, le syndicat européen des fonctionnaires et des organisations altermondialistes ont protesté contre la marchandisation de l'eau potable. À tort, mais pour des raisons politiques, Michel Barnier a préféré exclure, parce qu'il voulait aboutir vite avant la fin de son mandat, exclure l'eau. Voilà. Donc, une des pistes qui avait été envisagée, c'était exclure l'hydroélectricité, mais on a rapidement laissé tomber parce qu'il était un peu difficile de trouver des motifs. D'autres questions, remarques? Oui, Madame Dobzik. Oui, merci beaucoup. Pour reprendre vos deux illustrations sur les marchés sectoriels qui ont une résistance à l'adoption des directives, marché d'assurance et services juridiques, en quoi peut-on parler de spécificité française au regard des explications sur le fait qu'un marché d'assurance est d'abord un contrat avant d'être une prestation de service. Service juridique, c'est l'intuitu personnel qui est mis en avant. En quoi, dans les autres pays, ces conceptions-là ne sont pas argumentées ou n'ont pas été argumentées pour J'entends mal. Je vais répéter de toute façon pour l'enregistrement. Je répète pour l'enregistrement. En quoi finalement les deux exemples de résistance à certains marchés spécifiques, assurance et services juridiques, est-ce que ça représentait finalement des spécificités françaises, l'assurance, l'idée de contrat, et les services juridiques, l'idée d'intuitu personné? Oui, est-ce que c'était des spécificités françaises, et j'ose ajouter finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres réticences ou résistances, si tu en as connaissance, dans d'autres pays? Est-ce qu'on était les seuls à se battre sur ces sujets-là? Je pense que sur l'assurance et les services juridiques, j'avoue que je n'en sais rien. Mais dans d'autres secteurs, sur la concession d'aménagement, par exemple, il y a eu d'autres résistances, notamment de la part de l'Italie, hein, d'après ce que j'ai pu constater. On est d'accord, il n'y avait pas vraiment de spécificité française, en tout cas sur l'assurance ou le service juridique. Non, il y a le contrat d'assurance est le même partout. L'assureur vend sa police d'assurance. Donc, ça serait intéressant de voir comment ça fonctionnait dans d'autres États, mais j'avoue que mon ignorance. Mais alors, je crois que sur l'assurance, là, il y a peut-être une spécificité française qui en réalité qui a rappelé, c'est quand même l'arrêt de principe de section de 1984, agent d'assurance des Hautes-Pyrénées, qui dit, par principe, le code des assurances et le marché public, c'est incompatible. Je suis pas sûr que c'était le cas dans d'autres pays. Donc, il faudrait se renseigner, il faudrait faire un peu du droit comparé là-dessus. Mais nous, on avait quand même un arrêt très fort qui disait c'est pas compatible. Au final, on l'a vu encore récemment, tu l'as rappelé. Le Conseil d'État a adopté parfois un peu aménagé, mais il a cherché à concilier plus tard dans ce domaine-là. Mais on avait quand même une position de principe très ferme. Je ne suis pas sûr que dans les autres pays, c'était le cas. Peut-être qu'ils avaient déjà mis en place... D'abord, ils n'ont pas le même code des assurances. Hein, peut-être que ce n'est pas exactement les mêmes règles. Et puis, ils n'avaient peut-être pas une position aussi ferme. Donc, c'est qu'on partait carrément en opposition. Sur les services juridiques, je note quand même que là... Visiblement, je pense qu'on n'était pas les seuls, puisqu'il y a eu une dérogation en 2014 sur la représentation et puis les services de conseil en lien avec la représentation. Je pense pas qu'on a été les seuls à pousser pour cette dérogation. Je sais pas. Alors, je pense qu'on doit être à l'origine d'une autre dérogation, c'est pour les services de notaire, parce que ça, c'est quand même assez français, la dérogation pour les services de notaire. Mais sur les services de représentation, j'imagine que l'idée d'intuitu personné, là, c'était pas spécifique à la France. Oui, il y a toujours une vérité de l'opération qui est derrière le contrat. Je pense que l'opération d'assurance
même si le code n'est pas forcément identique partout, l'opération d'assurance a quand même est constituée d'éléments qui sont nécessairement les mêmes partout. Donc, au fond, cette notion d'opération me paraît importante. Hein. D'ailleurs, dans la thèse sur l'objet du contrat qui a eu le prix de Steumer cette année, elle insiste beaucoup sur la définition de l'objet du contrat, c'est l'opération. C'est l'ensemble de l'opération que vise à réaliser le contrat, alors qu'il y a d'autres définitions possibles de l'objet. Donc la logique de l'opération est toujours la même, au moins dans tous les pays européens, me semble-t-il. Après, sur l'idée de combinaison, de conciliation de différents objectifs, on peut se poser la question de savoir si c'est plus ou moins réalisé. Je pense que vous avez dû être confronté à la problématique à UniHA, mais sur les services juridiques, et ce que tu disais était très intéressant, le fait de passer sur une tarification horaire, on peut se poser la question de savoir si, derrière, la mise en concurrence se fait dans de conditions suffisamment saines sur l'évaluation ensuite du nombre d'heures. Voilà, je sais qu'il peut y avoir. On peut se poser la question de savoir si. Elle est très malsaine. D'accord. Parce que je connais des avocats qui proposent 70 ou 90 euros. Oui, du dumping. Alors ça veut dire que par ailleurs, il faut faire du padding. D'autres questions, remarques au-delà peut-être même du sujet, on peut ouvrir à d'autres... Pas trop loin. Pas trop loin, mais profitez-en. Je ne sais pas si Pablo... Oui, alors Madame Dobzig. Sur la théorie de l'imprévision, est-ce que cette théorie ne vise pas à indemniser un préjudice qui est lié à la poursuite de l'exécution du contrat par le titulaire, qui est une prérogative de puissance publique, qui justifierait qu'on se situe sur un terrain, c'est en cela qu'on est sur un terrain extra-contractuel. Est-ce que ce n'est pas d'abord l'indemnisation d'un préjudice? Est-ce que la théorie, je répète pour l'enregistrement, est-ce que la théorie de l'imprévision n'est finalement pas d'abord l'indemnisation d'un préjudice, mais vous dites en lien avec les prérogatives de puissance publique? Résultant de l'obligation pour le titulaire de poursuivre l'exécution. Ah oui, par rapport à l'obligation d'exécuter son contrat. Est-ce que c'est une spécificité là du contrat administratif quelque part? Enfin, mais au final, ça reste quand même la rémunération d'une prestation. C'est ça d'une prestation de surcoût liée à l'exécution d'une prestation. C'est vrai que c'est... qui est déterminée selon des règles particulières, avec seulement une partie de la prise en charge, etc. Donc, on peut dire que c'est l'indemnisation d'un préjudice, mais comme vous savez, le Conseil d'État a une période de flottement où il a rendu 2 ou 3 arrêts dans lesquels la plume a dérapé et il a qualifié l'imprévision de responsabilité contractuelle. Ouais, en 2011. Et puis il s'est rattrapé avec l'arrêt Société Alliance, dont la date m'échappe, où là il est revenu à la notion de charge extra-contractuelle. Ouais. Mais là encore, il y a un jugement du tribunal administratif de Dijon en 2025 qui applique la théorie de l'imprévision au contrat des palais des congrès. Ouais. De je ne sais plus où, et qui la qualifie de responsabilité contractuelle. Donc il y a encore un flottement par rapport aux origines de la théorie de l'imprévision. Mais bon, l'indemnité d'imprévision, elle ne peut être payée qu'en rémunération d'un service fait. C'est un service qui est surfait, mais c'est quand même la rémunération du service. Donc... et dans les marchés publics, l'indemnité d'imprévision, elle est payée en même temps que le règlement des acomptes et du décompte final. Mais oui, mais là où je vous rejoins, c'est sur l'idée, alors c'est peut-être pas les prérogatives de puissance publique, mais c'est l'idée d'assurer l'exécution du contrat. Et là, on retrouve la théorie de la continuité du service public qui est à l'origine de la théorie de l'imprévision. Pour être sûr que le service public est exécuté, il faut quand même aider le co-contractant, sinon la faillite entraînera l'absence de continuité du service public. Après, c'est vrai que ça reste assez artificiel de considérer que c'est extra-contractuel, parce que, et du fait, après l'arrêt Gaz de Bordeaux,
on l'a constaté, il y a eu très peu de jurisprudence du Conseil d'État, parce qu'il y a eu aussi une intégration contractuelle par les clauses de révision des prix, par les formules de révision des prix. Donc en fait, quand on regarde la jurisprudence, on se rend compte que ça s'est un peu tari. Alors il y en a eu encore dans l'entre-deux-guerres, mais après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus tellement de jurisprudence sur l'imprévision, tout simplement. Et ça confirme quelque part ce qu'on dit, c'est-à-dire que finalement, on doit pouvoir intégrer des clauses qui vont permettre de faire évoluer le contrat, même en circonstances exceptionnelles. Enfin, tout simplement, on a beaucoup parlé du Covid-19. Moi, je me souviens que dans les modèles de contrat de partenariat, les premiers modèles qui sortaient en 2006, notamment dans le secteur hospitalier, les BEH, il y avait épidémie, il y avait une cause de risque. Parmi les 130, il y avait épidémie. Donc, alors après, la question, c'est comment on calcule les surcoûts. Mais je veux dire, il y a toute une série, là, on parle des surcoûts liés à la guerre. C'est pas nouveau, la guerre. Enfin, je veux dire, il y a sans doute un moyen de contractualiser. Donc, s'il y a moyen de contractualiser, si on le fait pas et qu'on indemnise, c'est quand même lié à une mauvaise prévisibilité du contrat, fondamentalement. Donc c'est un peu fort de café de dire... Alors surtout que, bon, tu as bien souligné que, bon, ça évite de se poser la question. C'est vrai qu'il y a la barrière des 50% qui est bloquante pour les pouvoirs adjudicateurs, qui n'existe pas pour les entités adjudicatrices. Sans cette barrière-là, en réalité, on pourrait très bien justifier de circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Alors, il y a marqué acheteur diligent, pouvoir adjudicateur diligent. Là, c'est plutôt l'entreprise. Mais bon, on peut l'interpréter largement en disant c'est les parties au contrat qui étaient normalement diligents, qui ne pouvaient pas prévoir que Donald Trump, pendant que Laurent Richer était dans le sud-est asiatique, lançait une attaque en Iran. Là, effectivement, c'était peut-être pas prévisible. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un peu surprenant cette position du Conseil d'État. Je suis d'accord avec Laurent Richer, je suis pas sûr que la Cour de justice dise que c'est pas du tout une modification du contrat. Oui, voilà, mais ceci dit, elle est légitime, elle est sans doute invalide, mais elle est légitime. Oui, mais peut-être que par les circonstances qu'un acheteur diligent, on pourrait du coup considérer que c'est une exception, ou alors moi j'avais même envisagé la théorie de l'absence de modification substantielle. On pourrait se poser la question de savoir si finalement l'indemnité d'imprévision, c'est pas une modification non substantielle, et si c'est une modification non substantielle, c'est sans limite, parce que les textes disent bien c'est quel que soit le montant. Et donc la problématique de la modification non substantielle, on l'a illustré dans un rapport de la chaire, c'est que elle n'est pas du tout utilisée, j'imagine que vous c'est pareil, quand on a interviewé, quand on a fait les sondages, tout le monde a dit on l'utilise pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a le notamment. C'est quoi une modification substantielle ? C'est notamment si. Si on enlève le notamment, déjà, il en reste un peu, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus clair. Là, on nous dit, c'est quoi ? Alors, on n'est pas dans ces trois cas-là, mais comme potentiellement il peut y avoir modification substantielle, si on est dans un autre cas, c'est dans quel cas qu'il y a modification substantielle ? Honnêtement, pour vous, acheteurs, je comprends qu'on ne prend pas le risque. Mais du coup, on s'est privé de cet élément de souplesse qui n'est pas dû à une mauvaise transposition pour le coup, c'est dans la définition même de la directive. Alors, ils n'utilisent pas notamment, mais ça revient au même. Enfin, on pouvait le transposer par notamment. C'est vrai qu'il y a une ambiguïté dans la définition de la directive de l'article 72 pour la modification substantielle, non substantielle. Mais voilà, on pouvait, en théorie, aussi s'abriter sur la modification non substantielle, parce que fondamentalement, on ne va pas bouleverser l'objet du contrat. On va compenser financièrement. Voilà. Oui, mais pour permettre l'exécution du contrat. Il y aura peut-être des prestations supplémentaires, mais comme quand, pendant le Covid, on mettait des baraques supplémentaires, etc., sur les chantiers. Mais fondamentalement, on ne bouleverse pas l'économie du contrat. Et donc, on pouvait se demander si ce n'était pas une modification non substantielle. Bon, voilà, donc peut-être qu'on y serait arrivé par un autre moyen. Là, ça permet au Conseil d'État de dire circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, avec le risque d'incompatibilité. Sachant en matière de marché, le seuil d'imprévisibilité est presque toujours déterminé par un pourcentage relativement au montant total du marché. Et en gros c'est 12 à 15%. Quoi. Et donc, c'est pas forcément substantiel. Oui, alors en plus, oui, ça c'est sûr. Il faut que ça soit suffisant, mais pas forcément mais pas substantiel. Voilà, tout à fait. Il Dylan. faut revenir
petit peu sur les résistances sectorielles. Je pensais aussi au secteur des marchés de défense et de sécurité. Alors on sait qu'il y a déjà beaucoup de dérogations à la mise en concurrence au niveau européen, notamment dans les vœux de Ursula von der Leyen qui parle de Made in Europe dans des secteurs stratégiques. Je me demandais, est-ce que la résistance pourrait encore aller plus loin en droit interne par rapport à ce qui est annoncé en tout cas dans les futures directives? Alors, est-ce qu'il y a des secteurs peut-être qui justifient plus d'exceptions, là encore, à la mise en concurrence? Donc, Dylan prend l'exemple du secteur de la défense et de la sécurité. Alors là, il y a des directives spécifiques quand même. Mais dans le projet de directive, Ursula von der Leyen parlait de secteurs stratégiques. On y a beaucoup réfléchi, de préférences européennes dans les secteurs stratégiques. Donc, est-ce qu'on peut considérer que on va aller vers plus de dérogations à la mise en concurrence, à la fois en interne, mais aussi au niveau européen, tu penses? Probablement. Mais d'ores et déjà, je me rappelle avoir vu une interview du directeur général des armements qui se flattait de ce que 90% des achats sont nationaux. C'est déjà pas mal. Des problèmes notamment dans la production de munitions, typiquement, où le Premier ministre voulait augmenter justement cette production. Ouais. Je me demande, est-ce que justement, malgré le régime qui est assez souple au niveau européen, est-ce que la France pourrait encore aller plus loin? Est-ce que la France pourrait aller plus loin dans le secteur, par exemple, des munitions pour essayer de sécuriser des approvisionnements en munitions? C'est en cours, oui. Alors, c'est en cours, mais c'est indépendant au passage des réformes. Parce que là, la directive marché de défense et de sécurité n'est pas concernée par le projet de réforme. Et par ailleurs, je rappelle quand même que dans ce secteur-là, défense et sécurité, qui ne concerne que l'État, ce n'est pas la sécurité des autres personnes publiques, d'ailleurs c'est défense ou sécurité, dans ce secteur-là, il y a des règles spécifiques, mais quand même le principe, c'est la mise en concurrence. Alors, l'exception, c'est l'ex-article 346. Les armements, il y a une liste. Oui, le secret, les éléments de secret, etc., où on peut être en dehors de la mise en concurrence. Mais dans le Code de la commande publique, il y a toutes les dispositions sur les marchés de défense ou de sécurité, où le principe reste la mise en concurrence. Alors, il y a la négociation de droit, comme différence mais comme les entités adjudicatrices. Donc il y a quelques spécificités, mais donc on reste soumis à des principes de publicité et de mise en concurrence. Après, pour la question, parce que finalement ce que vous évoquez, c'est la question de la sécurité d'approvisionnement. Moi, ce que j'ai proposé au niveau de la Commission européenne, on verra si ça perle un peu, c'est de transposer ce qui existe dans la directive marché de défense ou de sécurité au secteur général. C'est-à-dire il y a 6 dispositions différentes dans la directive marché de défense sur la sécurité d'approvisionnement, dans les spécifications techniques, dans les critères de choix, dans les conditions d'exécution, dans les clauses. Vous pouvez, dans les motifs d'exclusion, vous pouvez, pour tout cela, au nom de la sécurité d'approvisionnement, utiliser des outils. Alors, je ne sais pas en pratique si c'est très utilisé, mais en fait, c'est spécifique, c'est explicite dans plein de domaines de la passation. Et alors, pourquoi ne pas l'étendre au niveau des activités générales, ou peut-être dans les fameux secteurs stratégiques, même au sein de la Commission européenne, dans le groupe dans lequel je fais partie, on n'a même pas su de quel secteur stratégique il s'agissait. Bon, et on dépasse évidemment, c'est plus large que la défense et la sécurité. La préférence européenne, je me permets une remarque au passage, il ne faut pas se leurrer. D'ailleurs, il y a un projet de règlement de réindustrialisation. Alors, comme tous les réformes actuelles européennes, dès qu'il y a un texte qui sort, il y a un volet commande publique. Donc là, à nouveau, mais pour tout, la directive vigilance des entreprises, c'est pareil, un volet commande publique. Si vous n'appliquez pas, vous êtes exclu, etc. Là, il y a un volet commande publique dans ce projet de règlement européen réindustrialisation, où en fait, on parle de préférence européenne, mais en réalité, c'est pas de la préférence européenne, c'est de la préférence OMC. Accord de l'OMC, c'est-à-dire toutes les entreprises, les pays membres de l'OMC, éventuellement d'accords bilatéraux, mais en général c'est quand même les mêmes pays, on ne fera pas de la préférence européenne, certainement pas, sinon on est contraire à l'OMC, sauf défaut de réciprocité.
Alors, si on prouve en fait, l'histoire de la préférence européenne, c'est juste appliquer les jurisprudences récentes de la Cour de justice Qingdao notamment, de dire vous pouvez exclure en gros les Turcs et les Chinois, les entreprises turques et chinoises, parce qu'ils ne sont pas dans l'accord OMC, et vous pouvez d'emblée les exclure ou éventuellement adopter un système de compensation, parce qu'on sait que les coûts de production sont moindres, et donc vous allez compenser par un malus les offres des produits tiers. Mais ce n'est pas de la préférence véritablement européenne. Moi, à mon avis, j'attends de voir ce que ça va donner, mais je n'arrive pas à voir comment faire de la préférence européenne tout en étant compatible avec les accords OMC. Ou alors on s'assoit sur les accords OMC, comme d'autres. Mais bon. est-ce qu'on ne peut pas modifier l'annexe 2 aux accords OMC pour mettre des réserves du type de celles des États-Unis? Oui, mais est-ce qu'on peut le faire spontanément, ça ? Ah bah non, il faut renégocier. Oui, c'est ça, on est d'accord, il faudrait renégocier. Les Américains, ils ont aussi un Buy American Act qu'ils avaient depuis 1953, donc quand ils sont arrivés à l'OMC... Qui est dans leur annexe 2. Qui est dans l'annexe, parce que aussi ça préexistait. Oui. Donc ils sont arrivés en disant, nous, on adhère si on a l'exception du Buy American Act. Enfin, ceci dit, on peut ajouter que pour assurer la sécurité d'approvisionnement, on n'est pas forcément obligé de recourir à des systèmes de préférence. Hein, c'est tout. Par exemple, un exemple auquel je tiens, si on admettait qu'en matière de marché public, il est possible pour la durée de tenir compte de l'amortissement des investissements, on permettrait de renforcer la sécurité d'approvisionnement. Ah oui. On ne peut pas tenir compte des investissements réalisés par le titulaire. Alors, ce qui me donne l'occasion d'annoncer, si vous ne l'avez pas déjà vu, que le prochain colloque de la chaire sera sur souveraineté, avec un S entre parenthèses, et commande publique, le 6 novembre prochain, ici même dans cet amphi. Donc vous y êtes tous conviés, même les futurs M3. J'espère que vous arriverez à dégager du temps. En tout cas, les futurs M2, c'est dans l'emploi du temps. Et donc, on évoquera aussi la question de la souveraineté par la préférence et la souveraineté sans la préférence. Par exemple, la sécurité d'approvisionnement, c'est, comme vient de dire Laurent, la souveraineté sans faire de préférence. Donc ça sera précisément l'objet du prochain colloque de la chaire. On aura quelqu'un de la Commission européenne qui viendra nous parler aussi qui est en charge du contrôle des subventions étrangères pour les marchés publics et qui nous parlera aussi de l'accord INPI qui est quelque chose qui permet, qui est un instrument, c'est pas un accord, c'est un instrument qui permet la compensation dans le secteur hospitalier, vous connaissez ça, avec j'ai encore lu un article aujourd'hui dans le domaine des médicaments sur la Chine, il y a du coup des actions en rétorsion de la Chine suite à cet accord, cette utilisation de l'instrument INPI qui a permis de bloquer des médicaments chinois, mais du coup, forcément, derrière, ça se traduit par des mesures de rétorsion. C'était déjà un règlement de réciprocité parce que la Chine faisait ça avec les DM chinois. Oui, c'est ça. Oui, c'est un jeu de ping-pong, effectivement. Mais bon, donc là, on aura quelqu'un de la Commission européenne qui viendra nous parler spécifiquement de son travail, lui plus sur les subventions, mais il parlera aussi de l'accord INPI, et puis d'autres intervenants, et avec toujours un mélange universitaire praticien. Donc je vous invite fortement à assister à ce colloque. Save the date. Save the date, comme on dit en bon français. En tout cas, je crois qu'on a largement dépassé déjà même le temps. Donc, je crois qu'on peut vous remercier d'être venu et puis surtout, pour le dire, Laurent Richer pour cette conférence. Merci à vous.